Voici Jeff, un individu lambda qui affirme avoir eu 7 partenaires, à supposer que cela soit exact. Et voici Julius, un Romain nettement moins conventionnel, dont les conquêtes ressemblent plutôt à un numéro de téléphone. Il eut des épouses fidèles et infidèles, de nombreuses liaisons, et partagea même l'intimité d'une personne ayant contribué à sa chute, puisqu'une de ses maîtresses donna naissance à l'homme qui mit fin à ses jours. Osons franchir le seuil de la chambre de César, voulez-vous? Chapitre 1. Cornelia. Un élément fondamental à comprendre est que César n'est pas né despote. Aucun souverain ne figurait dans sa lignée et, d'ordinaire, il faut qu'un père règne déjà sur l'Empire pour espérer lui succéder à l'âge adulte. Cela va de soi. Son ascendance était prestigieuse, et son père, sénateur, lui assurait un rang honorable. Mais sa famille ne jouissait pas d'une grande influence politique. Sa première épouse fut Cornelia, une patricienne issue d'une illustre lignée. De leur union naquit Julia, la seule fille légitime de César, alors que le nombre exact de ses enfants illégitimes demeure inconnu. La question essentielle demeure: César fut-il un époux aimant, fidèle et attentionné envers Cornelia? Pour en avoir le cœur net, il nous faudrait invoquer les esprits, car aucun document ne permet d'éclairer avec certitude la nature de leurs sentiments. De même, aucune preuve ne vient expliquer pourquoi il refusa obstinément de la répudier, bien que cette décision lui ait été imposée sous la contrainte. En 82 ou 81 avant notre ère, Lucius Cornelius Sulla, général romain devenu dictateur, imposait sa loi sur Rome. Rival du père de Cornelia, il contraignait de nombreux citoyens à répudier leur épouse pour contracter des alliances matrimoniales avec sa propre famille. Et, sans grande surprise, beaucoup s'y soumirent. Sulla exigea que César abandonne Cornelia, mais ce dernier choisit plutôt de s'exiler. Ce refus lui coûta ses titres et son héritage, et Sulla alla jusqu'à engager des hommes pour l'éliminer. Capturé, César parvint néanmoins à soudoyer son geôlier, et grâce à l'appui de puissants alliés, il retrouva Cornelia. Peut-être auraient-ils vécu heureux ensemble jusqu'à la fin de leurs jours, mais le destin en décida autrement. Elle s'éteignit prématurément en 69 avant Jésus-Christ. En résumé, ce mariage lui fit tout perdre: fortune, foyer, statut social, et aurait même pu lui coûter la vie. Pourtant, c'est la disparition de Cornelia qui les sépara. César l'aimait-il sincèrement, en fin de compte? Chapitre 2. Pompeia. 2 ans plus tard, en 67 avant Jésus-Christ, César contracta un second mariage. D'une certaine manière, ce fut l'aboutissement du souhait de Sulla. Il épousa une femme de sa lignée, Pompeia, sa propre petite-fille. Autant dire qu'il s'agissait davantage d'une union dictée par la raison que par les sentiments. Le temps passa, et 4 ans plus tard, en 63, César obtint une promotion majeure en accédant à la charge de Pontifex Maximus, devenant ainsi le grand prêtre du culte officiel romain. Cette fonction lui offrait, entre autres privilèges, une résidence officielle sur la Via Sacra, une rue où l'on peut encore flâner aujourd'hui en visitant le Forum romain. Tout semblait se dérouler sans encombre, jusqu'en 62 avant Jésus-Christ, lorsque Pompeia organisa une fête qui précipita la fin de leur union. Pompeia organisa un festival en l'honneur de Bonadea, un événement strictement réservé aux femmes. Pourtant, un jeune patricien du nom de Publius Claudius Pulcher parvint à s'y introduire, déguisé en femme, avec l'intention supposée de séduire Pompeia. Démasqué, il fut poursuivi pour sacrilège, tandis que des rumeurs sur l'infidélité de Pompeia se répandirent dans toute la ville. Claudius s'en sortit sans encombre. Aucune charge ne fut retenue contre lui, César ayant refusé de témoigner à son procès. L'affaire se conclut bien moins favorablement pour Pompeia. César divorça d'elle. Vous avez peut-être déjà entendu l'adage « La femme de César doit être au-dessus de tout soupçon ». C'est cette mésaventure qui en est à l'origine. Pompeia était-elle réellement coupable d'adultère? Nous ne le saurons jamais. César ne voulut courir aucun risque, ou peut-être ne s'agissait-il que d'un prétexte bien commode pour se débarrasser d'une épouse à laquelle il n'avait jamais été attaché. Chapitre 3. Ça commence à faire du monde. La même année, César prit une autre épouse, Calpurnia, une jeune femme de noble lignée, mais d'une grande humilité. Son influence à Rome ne cessant de croître, il lui fallait faire des choix stratégiques pour asseoir sa carrière. Bien qu'il s'agisse d'un mariage de convenance, les sources rapportent que Calpurnia fut une épouse fidèle et dévouée, ce que l'on ne saurait dire de César. Celui-ci multiplia les conquêtes, et la plus célèbre d'entre elles fut sans conteste la reine Cléopâtre.
Mais nous reviendrons plus tard sur cette liaison sulfureuse. Le déséquilibre de cette union était flagrant. Calpurnia n'avait que 17 ans, tandis que César en comptait 41 au moment de leur mariage. Imaginez, elle était sans doute plus jeune que la propre fille de César. Mais après tout, ce genre de choses se produit encore au XXIe siècle. Difficile de dire si Calpurnia possédait une beauté véritablement remarquable, mais une chose est sûre, elle était dotée d'une patience hors du commun. Sans cela, comment aurait-elle pu supporter le train de vie de Casanova que César adopta tout au long de leur mariage? La rumeur courait qu'il avait su tirer parti des épouses de nombreux hommes influents. Parmi elles figurait celle de deux de ses propres alliés au sein du premier triumvirat. Cette alliance politique qui unissait Cneius Pompeius Magnus, Marcus Licinius Crassus et Gaius Julius César. L'un d'eux étant César lui-même, faites le calcul. Aucune épouse de ses partenaires n'échappa à ses conquêtes. Étrange, n'est-ce pas? Avant cela, rien n'indiquait qu'il fût un coureur de jupons aussi invétéré. Mais après un mariage où il s'imagina trompé, il perdit tout sens de la mesure et se mit à traiter les femmes comme des pions. Toute Rome bruissait des rumeurs sur sa liaison avec Servilia, une matrone romaine. Personne ne sait exactement quand leur histoire débuta. Certains documents situèrent le début de leur relation en 59 avant Jésus-Christ, mais Plutarque soutenait qu'elle remontait à leur adolescence. Et si Plutarque disait vrai, alors l'hypothèse selon laquelle César aurait été le véritable père de Brutus, oui, celui-là même qui le trahit et participa à son assassinat, pourrait bien ne pas être si farfelu après tout. César semblait avoir un goût prononcé pour les femmes déjà prises. Il eut notamment une liaison avec la reine de Maurétanie, Eunoé, mais celle-ci ne marqua pas autant les esprits que son aventure avec l'inimitable Cléopâtre. Lorsqu'il fit sa rencontre, il était quinquagénaire et avait une épouse restée à Rome. Mais quelque chose chez la jeune Cléopâtre, alors âgée de 21 ans, capta son attention. Sans doute son charme ou son intelligence. Le drame s'intensifia lorsque Jules César s'immisça dans la querelle familiale qui opposait Cléopâtre à son frère et époux, Ptolémée XIII. Leur relation étant des plus houleuses, Cléopâtre fut chassée d'Égypte, tandis que Ptolémée tentait de gouverner seul. À son arrivée à Alexandrie, César reçut un accueil des plus macabres, la tête tranchée de son rival, Pompée. Révolté, il tenta d'orchestrer une réconciliation entre Cléopâtre et Ptolémée. Mais Cléopâtre avait d'autres desseins. Elle s'infiltra dans le palais, dissimulée dans un sac, bien décidée à captiver César. Leur idylle alliait passion et calcul politique. César finit par restaurer Cléopâtre sur le trône et organisa ses noces avec son cadet, Ptolémée XIV, après la noyade de son premier frère époux. Malgré cette situation pour le moins inhabituelle, Cléopâtre s'imposa à la tête du royaume. Ils scellèrent leur alliance par une somptueuse croisière sur le Nil, durant laquelle Cléopâtre annonça attendre un enfant de César, baptisé Césarion. Toutefois, ce dernier ne fut jamais reconnu par la loi romaine. Bien que leur relation fût entravée par les lois romaines et le mariage existant de César, Cléopâtre passa près de 18 mois à Rome. L'épouse légitime, Calpurnia, ne s'éclipsa pas pour autant. Toujours présente et aimante, elle ferma les yeux sur l'humiliation que lui imposait son mari. La veille de l'assassinat de César, Calpurnia eut un cauchemar où elle le vit agoniser dans ses bras. Le lendemain matin, elle le supplia de ne pas se rendre au Sénat comme il l'avait prévu. Bouleversé par son trouble, il décida d'y renoncer. Mais Brutus se présenta chez lui et parvint à le convaincre d'ignorer ses sinistres présages et de s'y rendre malgré tout. La suite appartient à l'histoire. À peine César disparut, Cléopâtre ne perdit pas de temps et retourna en Égypte, où elle entama une liaison avec Marc-Antoine, ancien allié de César. Quant à Calpurnia, elle remit toutes les archives de son défunt époux à Marc-Antoine, avant de s'enfermer dans le deuil, entourée de ses serviteurs.